Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. Comme je vous l'avais promis dans le courriel que je vous ai envoyé le 8 septembre dernier, je vous envoie cette vidéo-là pour vous communiquer les dernières informations qu'on a pu recevoir cette semaine concernant la pandémie. Depuis maintenant un peu plus qu'une semaine, le gouvernement et le ministère des Familles ont déposé leur plan d'action en prévision d'une deuxième vague de la pandémie. Il y a eu deux bulletins du ministère de la Famille vendredi le 2 septembre et lundi le 4 septembre. Les bulletins vous ont été envoyés avec le courriel du 8 septembre. Il y a eu aussi une conférence web avec la direction de la santé publique, puis une conférence avec le ministre de la Famille, M. Lacombe. Tout ça aussi a culminé aussi avec une réunion du conseil d'administration mercredi soir dernier. Tout d'abord, comme d'habitude, je vais essayer de faire un petit point sur la situation générale au Québec et dans le monde. On a eu cet été une accalmie importante en termes de contagion. Puis depuis 2 semaines, on constate une augmentation significative du nombre de cas positifs dans toutes sortes de régions aussi. Et puis depuis une semaine, plusieurs jours ont été au-dessus de 160 cas, ça veut dire plus de 20 cas par 100 000 habitants. L'augmentation des cas aussi est assez fulgurante en Europe. En France, en Angleterre, en Espagne, en Italie. Puis tous ces indices-là nous laissent penser qu'on est vraiment à la veille d'une deuxième vague et on doit, comme d'habitude, comme à la première vague, faire en sorte d'essayer d'aplanir la courbe, de ralentir la propagation si on n'est pas capable de l'arrêter. Mais selon les estimés du gouvernement, on n'en est pas encore à une contagion massive. Donc, il faut redoubler d'ardeur puis appliquer les mesures sanitaires le plus possible. Ce qui est clair aussi, c'est que le virus au Québec est maintenant dans plusieurs régions. Donc, il y a vraiment un état de contamination communautaire. Le virus circule dans les communautés et pas seulement en fonction des gens qui arrivent de l'extérieur, comme ça peut être le cas au début de la première vague. Au niveau du ministère de la Famille, son orientation concernant l'éventuelle deuxième vague est très claire. Il n'est pas question de fermer les services comme il l'a fait au mois de mars pour la transformation en service de garde d'urgence. Non, il n'envisage pas ça du tout. Ils vont suivre les cas, puis suivre les éclosions de près. D'ailleurs, depuis lundi passé, on doit compléter un sondage par installation du nombre d'enfants inscrits, du nombre d'enfants absents et des raisons pour lesquelles les enfants sont absents. Ce suivi-là va permettre au ministère de développer des interventions ciblées. S'il y a lieu, avec la santé publique, ils vont fermer un groupe, fermer 2 groupes, fermer une installation. Bref, ils vont agir de façon ciblée là où il y a des cas ou des éclosions. Un peu ce qu'on a connu à l'installation provençale au mois de juin, je pense, quand il y a eu un enfant et sa sœur qui ont testé positif, puis qu'il a fallu fermer 2 groupes. Mercredi, le conseil d'administration a réitéré ses orientations en matière de COVID. Premièrement, l'orientation principale, c'est de préserver la santé du personnel et des enfants, préserver la sécurité au travail du personnel, puis d'assurer une continuité de service pour les parents. La première décision que le conseil d'administration a prise, c'est de maintenir la restriction d'accès aux parents. Donc, on va continuer à recevoir les enfants à l'arrivée à la porte. On va les reconduire dans les locaux. On va faire ça à l'arrivée puis au départ des enfants. Cette décision est prise jusqu'à la fin octobre. On va sûrement porter une attention, par contre, à assurer une meilleure fluidité dans certains cas, à certaines heures, dans certaines installations, parce qu'il semble qu'il y a des façons de faire qui ont peut-être eu pour effet de ralentir d'augmenter, le temps d'attente pour les parents. Deuxièmement, on va appliquer les directives et les recommandations de la santé publique en matière de gestion des symptômes.
Premier point là-dessus, c'est qu'on va vraiment demander aux parents, okay, de jouer un rôle positif, puis de contribuer à préserver la santé, non pas seulement de leur enfant, mais de l'ensemble des enfants. Comment on va faire ça? On va lundi, mardi, mercredi organiser 3 conférences par la plateforme Zoom. Lundi pour Folum, mardi pour Provençal, puis mercredi pour Sainte-Catherine. Puis ces 3 rencontres-là vont permettre de clarifier qu'est-ce qu'on entend par symptômes, c'est quoi les consignes, comment ils doivent les appliquer chez eux. Puis ça va, je pense, nous permettre aux parents de mieux comprendre pourquoi on fait ces mesures-là. C'est sûr qu'on va parler premièrement de la mesure de restriction d'accès, puis ensuite de ça, on va parler des symptômes. Parlons-en des symptômes. Okay. Les principaux symptômes, je vais vous les dire, c'est la fièvre, la perte d'odorat avec ou sans perte de goût, la grande fatigue, les douleurs musculaires, une toux nouvelle ou aggravée, une difficulté à respirer, mal de gorge, nausées, vomissements, diarrhée, maux de ventre. Tous ces symptômes-là peuvent être associés à la COVID. Aussitôt qu'un de ces symptômes-là apparaît, si c'est à la maison, on va demander aux parents de garder l'enfant pendant 24 heures sous observation à la maison. Et s'il n'y a pas de disparition des symptômes, après 24 heures, il devra compléter le questionnaire outil d'auto-évaluation ou téléphoner à la ligne COVID 1-877-644-4545. Si c'est aussi pire, on va demander à l'éducatrice de téléphoner le parent pour qu'il vienne chercher l'enfant, d'isoler l'enfant en zone rouge, et puis après ça, va s'appliquer, aussitôt que le parent va arriver, va s'appliquer la règle du 24 heures d'observation, puis si après 24 heures, le symptôme persiste, remplir l'outil d'auto-évaluation ou à téléphoner à la ligne COVID. Je n'ai pas parlé du nez qui coule parce que j'ai gardé ça pour la fin. Il faut comprendre que le nez qui coule est associé à plusieurs maladies et souvent le premier symptôme ou la première chose qui apparaît chez les enfants. Pour toutes sortes de raisons. Si le nez qui coule, c'est les seuls symptômes, il faut garder l'enfant à la maison 24 heures sous observation, puis s'il n'y a pas de nouveaux symptômes qui apparaissent, d'autres symptômes, on pourra le ramener à la maison. S'il y a d'autres symptômes qui se rajoutent, qui apparaissent, le parent va devoir remplir l'auto-évaluation et ou appeler à la ligne COVID. La même chose pour l'éducatrice qui constate que le nez coule d'un enfant. On revient à la case d'observation, on appelle le parent, il vient le chercher, on isole l'enfant en zone chaude, et puis on le garde sous observation pendant 24 heures. Je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous, à la lecture du communiqué du ministère, qui ont un peu sursauté puis réagi à la notion de recommandation. Si la santé publique et le ministère de la Famille utilisent le mot recommandation, ce n'est pas parce qu'ils veulent donner le choix. Non, un nez qui coule, on le met à la maison 24 heures en observation. C'est que dans certains cas, le nez qui coule peut être associé à des choses connues, une allergie par exemple, ou une allergie, c'est ce qui me vient en tête le plus facilement. Puis ce que je vous dirais, c'est que dans ce cas-là, à la fois le parent ou vous avez une connaissance fine de l'enfant, puis vous êtes capable de dire, ben oui, c'est sûr, son nez coule, mais c'est à cause du débouillot, c'est à cause de la poussière. On le sait, on le connaît depuis longtemps, il fait des allergies, puis dans ce temps-là, le nez coule. C'est pour permettre, dans le fond, une souplesse, puis pour permettre aux éducatrices ou aux parents de faire preuve d'un peu de jugement, une latitude. Mais le symptôme de nez qui coule est associé à un retrait 24 heures sous observation, et etc., comme je vous l'ai dit tantôt. J'espère que c'est clair. Enfin, votre santé et sécurité. Je vous rappelle qu'on doit continuer à porter les équipements de protection, les lunettes ou les visières, combinés au masque. Toujours lorsque vous êtes en présence, enfants à moins de 2 mètres des enfants, vous devez porter ces équipements-là.
Petit mot sur les lunettes. On en a perdu à peu près 50% pendant l'été. On ne sait pas si c'est des gens qui sont partis sans s'en rendre compte, qui ont été volés. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on ne les trouve pas. Cette semaine, ben, si vous avez 2 minutes, pouvez-vous vérifier dans vos locaux s'il n'y aurait pas des lunettes qui traînent à quelque part puis les rapporter, si vous en trouvez. Mais je peux vous assurer qu'on va en commander d'autres. Puis quand même, ben, c'est certain, faute de lunettes, il faudra porter les visières. On s'en excuse, là, ça nous a... On ne pensait pas que sur le nombre de lunettes qu'on aurait, on en perdrait 50%. Au moment du dîner, je vais vous rappeler aussi que pour manger, vous devez vous retirer à plus de 2 mètres des enfants, retirer vos équipements de protection de manger et vous devez remettre vos équipements de protection avant d'intervenir auprès des enfants. Pour le personnel des bureaux et de la cuisine, bien, le port du masque est obligatoire dès qu'on sort, dès que vous sortez du bureau ou de la cuisine, vous devez porter votre masque. Voilà. Avec l'arrivée de la deuxième vague, puis en fonction des couleurs associées à chaque région, le gouvernement a annoncé qu'il va y avoir une augmentation des inspections, il va y avoir aussi une augmentation des amendes aux individus. C'est sûr qu'on ne veut pas en arriver là. Okay? C'est sûr aussi que le rôle de la direction, c'est de faire appliquer cette obligation en matière de santé et sécurité. À date, on n'a pas voulu aller dans la discipline là-dessus. On va vous faire des rappels réguliers, mais je pense qu'il faut essayer d'adopter, comme on l'a fait pour les maux de dos, tout ça, dans l'optique de c'est parce que je t'aime que je te le dis, mais tout le monde, c'était tout le monde la responsabilité de dire à sa collègue, ben, écoute, j'ai remarqué que tu as enlevé tes lunettes de protection. C'est important de les remettre. On veut que les gens restent en santé, on veut assurer la continuité de service, puis on a besoin d'être là. Okay? Voilà. Je le répète parce qu'on s'aime qu'on se le dit. Alors, je souhaite à tout le monde de bien jouer le rôle positif. Je suis convaincu que vous allez le faire. Puis, ça termine mon petit mot. J'espère que ça a été clair. Puis, n'oubliez pas, si vous avez des questions, ben, allez voir vos directions. Adressez-moi un courriel. Appelez-moi. Ça va me faire plaisir de vous parler. Voilà. Puis, bonne journée.